Bonjour à toutes et à toutes. Ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement. Oui, agir au quotidien pour l'environnement, c'est possible. APE, la seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à la protection de l'environnement. Nous allons parler d'érosion des sols aujourd'hui et on sait que c'est un phénomène très présent à Mayotte. On voit des pazzas un peu partout autour de nous. Pourquoi Mayotte est concernée par ce phénomène, Anne-Constance ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Mayotte est une terre volcanique, que les pentes sont en règle générale inclinées à plus de 13% et que nous déforestons. Donc la conjonction de tous ces facteurs fait qu'il y a une forte érosion sur notre département. Ouais, c'est un véritable problème qu'il faut prendre au sérieux et on va en débattre ce matin. D'abord, le sommaire de l'émission. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons découvrir dans le détail comment les services compétents tentent d'endiguer le phénomène des pazzas. On aura bien évidemment des invités. Ce matin, on va recevoir Oubiat Atouman. Elle est chargée de la connaissance et de la conservation de la flore et de la sensibilisation au CBNM. On aura également Jeannette Lartigue, directrice de l'ONF à Mayotte, et puis Chanrani Swadri, chef du bureau plan et travaux forestiers, service des ressources forestières. Et au CD 976, nous découvrirons que si l'érosion est un phénomène naturel, les pressions de l'homme sur la nature accentuent la vitesse de cette érosion au point de générer des zones de terre mises à nu alors que notre département a en théorie une pluviométrie élevée. En fin d'émission, on va retrouver Anne-Constance Anguena qui nous donnera ses quelques chiffres habituels. On le sait, Mayotte est une terre volcanique. Sur cette roche s'est formée une espèce de couche relativement épaisse de 5 à 30 mètres recouverte d'argile. Les pluies intenses de la saison chaude ont un effet dévastateur sur les terres qui ont subi la déforestation. On a réalisé ce reportage avec Pierre Bellucci et Daniel Dunon qui sont allés sur le terrain pour découvrir ce qu'est un calculateur d'érosion. Vous allez voir ce reportage, il n'y a pas que ça comme information. Reportage Daniel Dunon, Pierre Bellucci. Le projet de lutte contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon de Mayotte, les ELAM, est né en 2015. Il vise à caractériser les phénomènes liés à l'érosion afin de l'endiguer et d'éviter que la terre ne termine sa course dans le lagon. Des ruissellomètres ont ainsi été mis en place sur certains pazzas, ces zones déforestées, ravinées, au relief souvent accidenté. Alors les parcelles qu'on a ici, il s'agit des parcelles des pazzas de Dzoumonier. On est en présence ici d'un ruissellomètre, ce qu'on appelle ruissellomètre, c'est-à-dire une zone que l'on a délimitée par des petites tôles en plastique, en métal, afin de récupérer toute l'eau qui va pouvoir s'écouler sur ces parcelles. Cette eau va être accumulée ensuite dans une cuve d'1 mètre cube et on va pouvoir caractériser les apports terrigènes dans cette cuve. Et en mesurant la terre, les apports de terre dans la cuve, on va pouvoir faire des généralisations et des modèles d'érosion en fonction de la pluviométrie qui va se passer sur les pazzas. Certaines activités humaines accélèrent ou sont à l'origine de la création des pazzas. C'est le cas du pâturage, des feux de brousse, du déboisement ou encore du fait de désherber autour des plants de manioc. Chaque année, ce sont des centaines de tonnes de matériaux qui ruissellent et finissent leur course dans le lagon. Alors, les premiers enseignements que l'on a, donc c'est des parcelles, les ruissellomètres, on a installé sur différents types de bassins versants et différents types de sols. On nous a mis sur des parcelles agricoles, on a mis sur des parcelles urbaines, sur des pazzas. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que la plus forte érosion se produit justement sur les pazzas. Pour la saison des pluies entre 2018 et 2019, on a enregistré sur la petite parcelle environ des taux d'érosion de l'ordre de 150 tonnes par hectare de matériaux qui sont dégagés avec l'érosion. Et ici, sur cette parcelle-là, on a une centaine de tonnes à peu près. Face à ces chiffres, le conseil départemental porte un projet qui vise à tester un process de reconquête des pazzas. Grâce à des financements européens, le service des ressources forestières du département, le Conservatoire botanique national de Mascarin et l'ONF travaillent sur une expérimentation. Elle consiste à associer des champignons connus pour aider les plants à pousser dans des conditions difficiles aux racines de 2 variétés de plantes susceptibles de résister au climat aride et pauvre en eau.
Alors on les voit derrière, on a des plants non mycorhizés, donc sans les champignons, et puis des plants sur lesquels on a rajouté des champignons. Alors ils paraissent petits, ça ne saute pas à l'œil, qu'il y en ait qui soient plus grands que d'autres, mais c'est aussi parce qu'on est dans des conditions très difficiles. Ce sont des plants qui de toute façon poussent relativement lentement. Mais on a remarqué que les plants avec les champignons sont plus résistants, en tout cas ont moins de mortalité, ont moins de morts au bout quand même d'une saison sèche. Ils ont pris toute une saison sèche que les plants qui n'ont pas eu de champignons dans la pépinière. Ce qui est important pour nous, c'est qu'ils vivent et qu'ils continuent à grandir, qu'ils ne stagnent pas, même si ça ne va pas faire une forêt en 5 ans. Au moins, petit à petit, les arbres vont revenir. Jusqu'en 2010, des acacias étaient utilisés pour reboiser les patzas, mais cela engendrait d'autres problèmes, d'où la recherche de nouvelles techniques. Dans ce projet expérimental, les plants sont élevés en pépinière pendant 1 an avant d'être plantés. 1 an plus tard, les résultats sont probants et d'autres patzas vont faire l'objet d'une végétalisation. On a pu utiliser les acacias qui étaient les seules espèces qu'on a réussi à faire pousser de façon efficace sur les patzas. Mais on a vu qu'il y avait des problèmes avec les acacias et donc cette technique a été abandonnée. On a prévu à la fin de cette année de reboiser un autre patza justement avec les résultats qu'on a pu obtenir ici. Et puis aussi une autre expérience, on va le mélanger avec une autre expérience puisqu'on a aussi testé le fait de mettre du fumier dans les plants et puis le fait de faire des cordons pour freiner l'eau, en fait, pour que l'eau ait vraiment le temps de rentrer dans le sol. Et donc on va faire un mélange entre ces différentes techniques pour aller essayer sur d'autres patzas pour voir si ça marche dans d'autres conditions. Et donc l'idée à terme, oui, c'est de trouver, de développer une technique qui soit efficace pour pouvoir mettre des espèces indigènes. Si un remarquable travail est mené pour combattre l'érosion des sols, la meilleure des réponses reste de ne pas favoriser la constitution de patzas. Cela passe avant tout par un respect strict des règles qui limitent les multiples formes d'atteinte à l'environnement. Merci beaucoup Pierre Bellucci et Daniel Dunon pour ce beau reportage sur les patzas. On va en parler des patzas et de l'érosion avec nos invités. On a Oubiat Atoumani du CBNM qui est avec nous. Oubiat, bonjour. Bonjour. On a également Jeannette Lartigue, la directrice de l'ONF. Elle est avec nous. Jeannette, bonjour. Bonjour. Et puis Chanrani Swadri qui est avec nous. Il est chef du bureau plans et travaux forestiers des services de ressources forestières OCD 976. Chanrani, bonjour. Bonjour. Oubiat, si vous êtes d'accord, on va démarrer avec vous. Une question toute simple. Un patza, c'est quoi? Un patza, en fait, c'est une zone peu ou pas végétalisée, Oui. issue d'une érosion naturelle qui peut constituer une communauté d'espèces végétales rares, par exemple les orchidées, Ouais. qu'il faut préserver, du coup ces types de patzas-là, Ouais. et des patzas d'origine plutôt où l'origine est liée à l'activité humaine. Ah oui. Et qui sont récents et issus de pratiques agricoles inadaptées, notamment le surpâturage et la déforestation, et qui, eux, par contre, sont à restaurer dans l'objectif, justement, de tendre vers la végétation d'origine de ces patzas-là. Jeannette, ce phénomène de désertification, il est dû à quoi? C'est un petit peu ce qu'évoque Oubiat, c'est que c'est lié à une conjugaison de facteurs. Donc il y a un terrain naturel, spontané qui est favorable à la création de patzas, mais il est largement aggravé par des facteurs humains. Donc la déforestation, des incendies aussi qu'on observe beaucoup, et puis en effet le pâturage, le surpâturage. C'est pour toutes ces raisons que les végétaux disparaissent? Ben effectivement, Oui. on a du mal quand même sous ces différents milieux à faire repousser les espèces, surtout locales. Hein. Et pourquoi? Parce que la matière organique qui permet justement à ces espèces-là de mieux s'adapter n'existe plus. Étant donné qu'en général, ça se trouve sous des zones de pente, évidemment, la rétention d'eau n'y est pas. Donc, il y a des conditions vraiment difficiles pour que les espèces puissent mieux s'adapter dessus. Ouais. Voilà. Oubiat, on a le sentiment que les patzas ont toujours existé à Mayotte. C'est un faux sentiment?
Les padsas naturels, oui, Oui. ils ont toujours existé. Hein. Ça résulte de phénomènes naturels, hein, tels que les glissements de terrain. Oui. Mais par contre, les padsas anthropiques, eux, c'est surtout dû à l'intensification. Ils se sont intensifiés, avec l'intensification de l'agriculture à Mayotte. Ça. Et là, c'est à cause de l'homme, tout simplement, quoi, clairement. Oui. Ouais. En partie, énormément. Ouais. Est-ce que les padsas sont en augmentation, Charny? On peut considérer qu'aujourd'hui, les padsas pourraient, parce qu'on n'a pas encore les éléments chiffrés pour le dire, être en augmentation. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps, dans les années 90, il y a eu pas mal de plantations, surtout dans la partie sud de l'île. On avait bien couvert ces zones-là. La partie nord, on avait entamé déjà pas mal de travaux, mais qui n'étaient pas tout à fait achevés. Mais vu la démographie actuelle et les besoins humains, on tend plutôt à aller regagner ces espaces déjà qui étaient boisés et qui redeviennent aujourd'hui encore des padsas, en complément même avec des zones en plein milieu naturel, des forêts qui viennent compléter, qui se rajoutent évidemment à ces zones déjà boisées, qui sont détériorées aujourd'hui. Donc je pense que les padsas regagnent encore de surface. Jeannette, un padza ne devient pas padza du jour au lendemain. On le voit arriver. Est-ce qu'on peut, dans ce laps de temps, encore sauver des choses, notamment des végétaux? Oui. En fait, il y a des niveaux de dégradation qui sont plus ou moins forts, et le plus tôt on arrive à arrêter ce phénomène de dégradation, mieux c'est, parce qu'ensuite c'est très très long à régénérer. Donc en effet, après, par exemple, si on est sur une parcelle qui est plutôt à vocation agricole, on se rend bien compte avec de la pente qu'au fur et à mesure de retirer les arbres d'une parcelle, on va avoir des problèmes d'érosion. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est des techniques agricoles, par exemple comme la création de ce qu'on appelle des fascines, des petits barrages qui empêchent à la terre de partir. Ce sont des petites choses qui permettent de faire en sorte de lutter contre le départ du sol vers le lagon, de repenser son système de culture avec un peu plus d'arbres fruitiers, par exemple. Et puis en forêt, normalement, on n'a pas lieu de rencontrer des zones de dégradation, donc c'est par la surveillance forestière et par la police qu'on arrive à arrêter le phénomène. Il y a d'autres conséquences sur la désertification, sur l'érosion, en tout cas, notamment l'envasement du lagon. On nous parle même de la ressource en eau, c'est à la mode en ce moment. Oui, c'est pas juste une mode, c'est vraiment... en fait, la forêt à Mayotte, c'est vraiment un enjeu de territoire, parce que c'est justement lié à des ressources comme l'eau potable. 1 hectare de forêt qui est reboisé, ça représente 4000 mètres cubes quand même en rivière, qui est relargué pendant la saison sèche. Et justement, pendant la saison, on a des problèmes d'eau. Donc c'est vraiment significatif par rapport à des infrastructures eau potable classique, type forage. Donc quand on déforeste, on crée de l'érosion avec des départs de sol qui ont été quantifiés par le projet porté par le BRGM, les ELAM, mais aussi une perte de biodiversité, on perd des habitats, une perte de cette ressource en eau qui était disponible pendant la saison sèche, et puis des conséquences par exemple sur les risques naturels, puisque en fait la forêt, ça permet aussi d'éviter les glissements de terrain, donc tout un tas de services qui ne sont plus rendus. Vous venez de dire le ZELAM, c'est quoi le ZELAM ? Les ELAM, c'est la lutte contre l'envasement du lagon, la lutte contre l'érosion et l'envasement du lagon à Mayotte. C'est un projet actuel. Oubiat, qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement de tout ça en fait ? En fait, le résultat obtenu des ELAM notamment indique que le reboisement en fait d'un hectare de padza permet de retenir 17 tonnes de sédiments. D'accord. C'est quand même pas rien. Ouais. Et le départ de terre est nul en peuplement forestier. Ouais. Et en comparaison, sur ces padzas-là, on a quand même par an et par tonne d'hectare, soit 15 à 20 tonnes de sédiments quand même qui partent en mer. Charny, excusez-moi. Quelles sont nos chances de parvenir à inverser le phénomène ? Je pense qu'il faut miser beaucoup déjà sur la sensibilisation, puisque l'être humain, il a tendance à oublier, ou même s'il le fait exprès, il a tendance à ce qu'on le rappelle. Mais en même temps, beaucoup faire en sorte qu'on reboise quand même ces zones-là. On ne va pas laisser ça à l'abandon. D'où évidemment le département qui
qui a entamé donc cette étude avec les collaborateurs pour qu'on arrive à trouver des solutions sur les espèces, à faire des choix et des techniques à pouvoir reboiser ces PADSA. Ouais. Et en même temps, en amont, on travaille beaucoup sur les pratiques culturelles, puisque nos agriculteurs, ils ont peut-être certaines pratiques qui ne sont pas vraiment adaptées. Ouais. Donc il faudra les accompagner. Peut-être plus adaptées. Voilà, plus adaptées, on va dire. Voilà. Ouais. Il faut évidemment les accompagner là-dessus. Bien sûr. Et ça passe évidemment par la sensibilisation, impliquer aussi la jeunesse à ce qu'ils comprennent les enjeux de tout cela. Et donc voilà, je pense qu'on pourrait peut-être arriver à un moment donné à inverser la tendance en faisant ce genre d'activité. Il y a encore du boulot. Voilà. Il y a encore du boulot. Oubiat, on a vu dans le reportage tout à l'heure, avec de superbes vues aériennes, on a vu des images d'acacia. On dit que c'est une espèce invasive. D'abord, est-ce que c'est vraiment le cas? Et est-ce que les acacias, ou l'acacia de manière générale, a un rôle à jouer dans les PADSA? Les acacias mangium ont été, notamment, enfin les acacias en général, il y a eu deux espèces d'acacias qui ont été introduites dans les années 90 dans le reboisement des PADSA pour lutter contre l'érosion. Et en fait, ces acacias-là, on s'est très vite rendu compte que c'est des espèces exotiques très envahissantes. Et qui posent énormément de problèmes pour la biodiversité. Et c'est que ces espèces-là ont la capacité de s'introduire en milieu naturel et de se multiplier très rapidement. D'accord. Et peuvent prendre la place des espèces locales. Et qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux avoir une espèce invasive ou limiter la progression du PADSA? La peste ou le choléra? En fait, l'objectif au départ de l'acacia mangium, de l'introduction, c'était de restaurer, lutter contre l'érosion. Mais il faudrait aussi substituer par des espèces indigènes. Et le travail qui a été commencé dans les années 90 doit se poursuivre en remplaçant ces acacias mangium par des espèces indigènes, des espèces locales de Mayotte. Endémiques? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jeannette, vous êtes d'accord avec ça? Parce que l'acacia, ok, il n'est pas de Mayotte, mais il joue un rôle quand même. Et c'est vrai que des PADSA, on a vu les conséquences sur le lagon, sur la ressource en eau, vous l'avez dit vous-même. Est-ce qu'il ne faut pas sacrifier et accepter qu'il y ait des acacias? Oui, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs problématiques autour de l'acacia. Il est certes envahissant, mais il a rempli ses fonctions. Dans les années 90, où on n'avait pas de d'autres méthodes et qu'on ne parlait pas vraiment d'envahissement, on n'avait pas toutes ces notions, il avait rempli ses fonctions. On avait toutes les crêtes du sud, il y avait des paysages désertiques, les flancs du Chungi étaient déserts. Maintenant, ce sont des peuplements forestiers à proprement parler, avec un sol forestier qui se reconstituait. Sauf qu'en effet, le travail n'a pas été fini. Il aurait fallu progressivement substituer ces acacias. Mais donc le message qu'on veut faire passer, c'est que l'acacia, il joue son rôle, et on est dans des problématiques de territoire où on ne peut pas se permettre de déboiser, et on assiste maintenant sur des zones qui avaient été reboisées en acacia à des déboisements qui malheureusement vont générer d'autres PADSA d'ici 4-5 ans. Donc nous, le message qu'on veut faire passer, c'est la substitution des acacias, elle va être faite par les professionnels, par les gestionnaires des espaces naturels, et en attendant, on la laisse jouer leur fonction de maintien de la ressource en eau, de lutte contre l'érosion, et on se charge de le substituer progressivement. Alors Pierre Bellucci et Daniel Dunon, dans leur reportage, ont évoqué cette expérimentation avec les champignons. Alors, attendez, avec des champignons, on peut limiter les PADSA? Oui, alors l'idée, c'est que une plante, en fait, pour croître et pour survivre, elle s'alimente grâce à des nutriments qui sont dans le sol, mais elle a aussi une association avec des champignons du sol. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Par exemple, les truffes, il y a des champignons qui sont dans le sol, qui s'associent avec des végétaux. Et en fait, ces champignons peuvent donner la capacité à des espèces dans des milieux comme ça très difficiles de survivre, de mieux survivre que si elles n'avaient pas de champignons, et de parfois croître plus vite. Donc là, on s'est rendu compte qu'à Mayotte, il y avait des champignons existants dans le sol
qui avait cette fonction-là. Et donc, on n'a pas fait d'introduction de champignons, on a juste permis d'analyser le sol et de découvrir ces champignons. Et donc, on les a utilisés et on a permis de démontrer qu'en effet, ils avaient un effet sur la survie des plants. Ce qui laisse penser qu'on va pouvoir, du coup, généraliser cette méthode et donner plus de chance à des espèces indigènes de pousser sur ces Padza. Ça coûte cher de piloter une expérience de la sorte ? Bon, le champignon coûte pas très cher, hein, il est sur place. Non, il est là. Non, ce qui a coûté cher, en fait, c'est on n'a pas étudié que cette partie-là. Donc, c'est un projet expérimental où tout est nouveau. C'est-à-dire que pour la première fois, par exemple, on mettait en production en pépinière des espèces indigènes de Mayotte qu'on n'a pas l'habitude de produire. Donc, il a fallu tout apprendre de zéro. Donc, on a créé des modes d'emploi, on va dire, de production de ces espèces pour chacune de ces espèces. On a étudié les champignons. On a implanté sur Padza des plants. On fait le suivi, on analyse les racines. Donc tout ça, sur ce programme-là, sur 3 ans, il a coûté 300 000 € environ. Ah oui, quand même, c'est pas rien. Oui, on consacre beaucoup d'argent pour ça. Oubiat, comment va se passer le déploiement, tout ça ? En fait, la transformation des habitats et des habitats ou des végétaux indigènes. Non, allez-y. Des habitats indigènes ou des végétaux indigènes, naturellement présentent par l'action de l'homme. Ils vont... je crois que je me suis trompée. En fonction des financements, en fait, le déploiement va se passer en fonction, du coup, comme a dit Jeannette, des financements qui seront disponibles et des terrains concernés en fonction des propriétaires de ces terrains-là. Le choix des espèces adaptées au Padza, d'espèces indigènes. Et la mise en production en pépinière, la préparation de terrain et les plantations plus les entretiens. Donc c'est véritablement une solution, on peut y croire à cette solution. Jeannette ? Oui, tout à fait. C'est pas de la fiction, on peut y croire. Ah non, on peut y croire, Mais il faut nécessairement que les reboisements soit fait en même temps que... en fait, il faut lutter contre la formation du Padza, c'est ce qui est le plus efficace. Donc, il faut lutter contre la déforestation avant tout. Le reboisement, c'est vraiment la solution de réparation finale, quoi. Mais... Anne-Constance, prenez le micro, profitez-en. Il y a combien de cours d'eau à Mayotte et ils contribuent comment à l'envasement du lagon ? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure sur le plateau. Il y a 124 cours d'eau actuellement recensés. Seulement 24 sont pérennes toute l'année. Donc les autres, avec la saison sèche, disparaissent. On considère que 90% des cours d'eau sont plutôt dans le nord de l'île. Et comment ils contribuent à l'envasement du lagon ? Quand ils s'écoulent, ils charrient avec eux les terres qui tombent des Padza. Et les calculs du BRGM estiment entre 300 000 et 600 000 tonnes par an de terres qui vont transiter progressivement vers le lagon. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui prépare les questions. Il y en a une que je dois poser. Est-ce qu'il pleut beaucoup à Mayotte ? Surtout en ce moment. Alors, comment vous dire ? En ce moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée derrière cette question, c'est de montrer que Mayotte est une terre où il pleut beaucoup, puisque on considère que dans la partie nord de l'île, il y a 1700 millilitres de précipitations d'eau qui tombent chaque année. 1100 quand on le lisse sur tout Mayotte, donc 1700 dans le nord, 1100 lissés sur tout Mayotte. Et par comparaison, en métropole, il y en a 637 millilitres et il y en a 859 à La Réunion. Donc oui, il pleut beaucoup et ça a un impact forcément sur l'érosion parce que, on le disait tout à l'heure, quand c'est déforesté, il pleut et hop, ça emmène la terre vers l'eau. La surface forestière, elle s'agrandit ou elle se réduit ? Non, elle se réduit. Elle se réduit. On a perdu 22% des forêts depuis les années 80 à Mayotte. Et les conséquences sur l'érosion ? Eh bien forcément, il n'y a plus de forêt, donc l'eau n'est plus retenue par les sols et toujours le même mécanisme, la terre progressivement transite vers les cours d'eau, puis transite vers le lagon. Donc ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Non, pas des bonnes nouvelles, mais on va essayer de garder le sourire. En tout cas, on l'a eu sur le plateau avec celui de Oubiat qui était avec nous. Merci d'avoir passé un peu de temps. On a également eu le sourire de Jeannette et on la reverra dans les émissions APE. Merci Jeannette d'être venue sur ce plateau. Merci également à Chanrani qui était avec nous.
sourire toujours aussi agréable, il n'y a pas de raison. Merci à vous également, Anne-Constance, merci à l'équipe technique. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine sur le même plateau. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Ciao.